Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Au sommaire de cette actualité en ce début de semaine, tout d'abord le retour réussi des Allemands des Sudètes sur le sol tchèque. Le congrès annuel de l'Association des Allemands des Sudètes s'est tenu, rappelons-le, pour la première fois à Brno. Une réussite donc sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants. Au sommaire également le forum GlobSec, conférence internationale sur la sécurité qui s'est tenue à Prague en fin de semaine dernière. Entretien aujourd'hui avec la directrice de programme de l'ONG internationale, le Centre international pour la victoire ukrainienne. Et puis enfin, sujet société avec à Prague la cuisine traditionnelle tchèque qui se réinvente, paraît-il, sans viande. Petit reportage en fin de programme. Mais avant tout cela, le Flash Info préparé et présenté par Anna Kubishta. Très bonne écoute de Radio Prague International. Les informations. La coalition gouvernementale examine ce lundi le projet de loi sur les médias publics. Le texte préparé par le ministre de la Culture Otto Klempisch prévoit de remplacer la redevance audiovisuelle par un financement direct à partir du budget de l'État. Plus de 300 amendements et critiques ont été déjà déposés par les médias concernés, plusieurs ministères et le secteur privé. Selon le projet, la télévision tchèque recevrait environ 5,74 milliards de couronnes l'an prochain, contre 8,5 actuellement, tandis que la radio tchèque verrait également son budget diminuer. Les opposants dénoncent un risque de nationalisation de l'audiovisuel public ou d'étatisation et une atteinte potentielle à leur indépendance éditoriale. Les salariés des deux institutions sont déjà en état d'alerte à la grève depuis le mois d'avril. Le gouvernement affirme toutefois que l'opposition pourra encore débattre du texte lors de son examen au Parlement. Le directeur du service de contre-espionnage tchèque, Michal Koudelka, avertit lors d'une conférence sur la sécurité organisée à la Chambre des députés que l'OTAN traversait, je cite, peut-être la plus grande épreuve de son unité et de sa cohésion. Il a estimé que les divergences apparues entre les alliés après le conflit entre les États-Unis et l'Iran ont envoyé un signal négatif sur la solidarité au sein de l'Alliance Atlantique. Le chef du BIS a également renouvelé ses mises en garde contre la Russie, affirmant que Moscou, je cite, ne comprend que le langage de la force. Il a salué en parallèle la hausse du soutien du grand public au fait que la Tchéquie appartienne à l'OTAN, désormais à un niveau historiquement élevé dans le pays. Michal Koudelka a par ailleurs souligné que peu d'États osaient arrêter des personnes soupçonnées d'espionnage pour le compte de la Chine, malgré l'ampleur des activités de renseignement chinoises en Europe. En janvier dernier, une personne soupçonnée d'agir pour les services de renseignement chinois avait justement été arrêtée par les agents du BIS. À Brno, le premier congrès des Allemands des Sudètes jamais organisé en Tchéquie s'est achevé ce lundi par une cérémonie en hommage aux victimes du nazisme devant un mémorial rappelant la mémoire de résistants tchèques exécutés réunis dans le cadre du festival Meeting Brno. L'événement a mis en avant le dialogue et la réconciliation tchéco-allemande, mais a aussi suscité de fortes protestations, plusieurs milliers de personnes dénonçant une lecture jugée problématique de l'histoire et rappelant le rôle des Sudètes avant et pendant la guerre. Les hôpitaux tchèques ont utilisé de manière inefficace les fonds européens destinés à la relance post-Covid, selon le NKU, qui est l'équivalent de la Cour des comptes. L'audit révèle que certains établissements ont acheté des équipements dont ils n'avaient pas besoin ou qu'ils n'ont presque pas utilisé, faute de personnel qualifié pour le faire fonctionner. Au total, près de 19 milliards de couronnes leur ont été alloués entre 2020 et 2023 via le programme européen REACT-EU. Le NKU critique aussi les ministères concernés qui n'auraient pas suffisamment vérifié la pertinence de ces achats, privilégiant des acquisitions rapides d'équipements plutôt que des investissements structurels, améliorant la gestion des crises sanitaires. Dimanche, les pompiers tchèques ont mis près de 4 heures pour secourir 5 spéléologues bloqués dans une grotte du karst morave. L'intervention a mobilisé des équipes spécialisées, du matériel de sauvetage souterrain dans des conditions particulièrement difficiles. Selon les secours, les explorateurs se sont retrouvés piégés dans une zone difficile d'accès après des complications lors de leur progression sous terre. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais l'opération a nécessité une coordination étroite entre pompiers et
des spécialistes de spéléologie. Le karst morave compte plus de 1100 grottes et constitue l'un des plus vastes réseaux karstiques d'Europe centrale. Les autorités rappellent régulièrement que certaines cavités restent réservées aux personnes expérimentées en raison des risques liés aux passages étroits et aux conditions souterraines changeantes. Une transition toute trouvée pour vous parler de la météo de mardi, jour de fête des Philippes, avec du grand soleil et 31 degrés donc pour les moyennes maximales. Voilà ce qui est au programme de la météo de mardi. C'est par une cérémonie en hommage aux victimes du nazisme que s'est achevé ce lundi à Brno, en Moravie, le congrès des Allemands des Sudètes, premier rassemblement du genre à s'être tenu sur le sol tchèque. 5 jours durant, et malgré des manifestations d'opposants et de nationalistes tchèques, des descendants des plus de 2 millions de personnes issues de la minorité germanophone qui ont été exclues de l'ancienne Tchécoslovaquie ont célébré le rapprochement avec les Tchèques, un moment que Markus Söder, le ministre-président de Bavière, a même qualifié d'historique. Na zdraví, Prost! Na zdraví en tchèque, Prost en allemand, comme Bernd Posselt, chef de l'association des Allemands des Sudètes, dont le congrès annuel, pour la première fois depuis la fin de la guerre, s'est tenu en dehors de l'Allemagne. Allemands et Tchèques réunis à Brno ont souvent trinqué au nom de l'amitié difficilement restaurée entre anciens compatriotes devenus voisins après la Deuxième Guerre mondiale. Des voisins qui longtemps se sont d'abord profondément haïs avant de se regarder essentiellement en chiens de faïence, puis d'apprendre malgré tout au fil du temps à mieux se connaître pour finalement entretenir une relation plus saine et normale dans l'Europe du XXIe siècle. Un peu plus de 80 ans après l'expulsion de plus de 2 millions de personnes issues de la minorité germanophone qui vivaient dans les régions limitrophes de l'ancienne Tchécoslovaquie, la capitale de la Moravie, Brno donc, a été le théâtre tout au long du week-end écoulé d'un rassemblement que beaucoup de ses participants ont qualifié d'historique. Les Allemands des Sudètes, plus concrètement quelques derniers survivants des événements tragiques de 1945 et 1946 et leurs descendants, étaient donc de retour en République tchèque, pays d'origine de leurs ancêtres, et c'était indéniablement pour la bonne cause, comme s'en est félicité le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, présent à Brno samedi. Ich habe Menschen erlebt, allen Altersklassen. J'ai rencontré ici des gens de tout âge, mais surtout beaucoup de jeunes, pour qui la réconciliation est tout simplement la priorité. Il ne faut certes pas ignorer les autres aspects qui ont entouré ce congrès, notamment les manifestations, mais il ne faut pas non plus les placer au centre du débat politique. Si le président tchèque Petr Pavel et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier ont eux aussi salué le chemin parcouru par les deux pays sur la voie de la compréhension, du respect et du partenariat depuis la fin de la guerre, en publiant une déclaration commune dès vendredi dernier pour l'ouverture du congrès. La tenue de celui-ci sur le sol tchèque, en marge d'un festival local appelé Meeting Brno, n'a cependant pas non plus plu à tout le monde. Mobilisant quelques milliers d'opposants, plusieurs manifestations se sont ainsi également tenues parallèlement au congrès. Le principal incident aura été samedi matin la découverte de croix gammées peintes pendant la nuit sur le mémorial de Pohorjelice. Pohorjelice, point de départ de la traditionnelle marche de réconciliation menant jusqu'à Brno. Une marche de la réconciliation à laquelle ont cette année également participé quelques Allemands comme Catherine, dame d'une 50aine d'années. Nous avons une histoire commune et nous, personnellement, faisons partie de ceux sur qui l'on compte pour que nous ayons aussi un futur commun au sein de l'Europe. Nous savons parfaitement tout le mal et tous les torts que le nationalisme a pu causer
et peut encore causer, et c'est précisément la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. En plus donc d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire des relations tchéco-allemandes, comme s'en est félicité le vice-président de l'Association des Allemands des Sud-Est, Stefan Hörtler, dimanche lors de la Grande Assemblée qui constitue traditionnellement le point d'orgue du Congrès. Cet événement à Brno a aussi confirmé que le temps avait fait et continué de faire son œuvre. Preuve supplémentaire de ce rapprochement, si besoin encore en était. Ce lundi, avant de quitter la Moravie, Bernd Posselt a même évoqué l'idée que ce congrès des Allemands des Sudètes pourrait à l'avenir être organisé alternativement en Bavière et en République tchèque. Une perspective que ne verrait pas d'un mauvais œil non plus Jan Grolich, le président chrétien-démocrate de la région de Moravie du Sud. J'ai entendu dire cela et compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées tout au long du week-end, je pense même pouvoir dire qu'il s'agit d'une évolution naturelle. Nous ne voulons pas refaire ou réécrire l'histoire, mais montrer la véritable force de la vérité et de l'amour qui mène à la réconciliation, à l'amitié et à la liberté. Les protestations ont été marginales, ce qui démontre de très belle manière le chemin que nous avons parcouru en tant que société. Nous avons dépassé ce sujet et j'en suis extrêmement heureux. Au cœur du forum Globsec de Prague, où se sont croisés en fin de semaine dernière chefs d'État et de la diplomatie, stratèges militaires, industriels de la défense et autres experts de la sécurité internationale, l'Ukraine occupe bien évidemment une place particulière, celle d'un pays acteur central de la sécurité européenne. Entre appel à un soutien accru, coopération technologique et conviction que l'avenir du continent se joue aussi sur le front ukrainien, entretien avec Irina Krasnoshtan, directrice de programme de l'ONG International Center for Ukrainian Victory, ou en français Centre international pour la victoire ukrainienne, une ONG qui plaide à l'échelle internationale pour tout ce dont l'Ukraine a besoin afin de gagner la guerre contre la Russie. Irina Krasnoshtan répond aux questions d'Alexis Rosenzweig. Je m'appelle Irina Krasnoshtan, je suis ukrainienne, je suis directrice du programme dans le Centre international de la victoire ukrainienne. C'est une ONG ukrainienne qui fait de l'advocacy pour l'Ukraine. C'est important pour vous d'être ici à Prague au Forum Globsec ? Oui, c'est très important. Ça fait déjà la 3e année qu'on y participe. On organise aussi pendant le forum notre session. Ça va toucher sur les leçons que l'Ukraine et l'armée ukrainienne apportent à l'Europe. Parce que l'image de l'Ukraine se change maintenant, parce que d'abord on considérait l'Ukraine juste comme un pays qui reçoit l'aide internationale, mais maintenant, surtout avec les événements dans le Middle East, dans le Moyen-Orient, ça change beaucoup et il y a vraiment déjà la perception de l'Ukraine comme un contributeur de la sécurité, donc c'est ce qu'on essaie aussi de promouvoir et c'est important parce qu'il y a autant de gens, des gens qui prennent des décisions, donc des politiciens, des experts et tout ça, plus de 2000 personnes quand même ici, donc c'est important, on passe le temps à parler aux gens dans les sessions et puis dans notre session aussi. Vous n'êtes pas toute seule, vous avez des collègues à côté de vous, dont un collègue qui est en uniforme, qui, si je ne me trompe pas, est militaire lui-même. Oui, il est militaire et il fait partie de l'armée ukrainienne et il va parler dans notre session aujourd'hui comment les technologies changent la manière que la guerre... Comment la guerre change avec les technologies, parce que lui, son travail est beaucoup lié à robotisation et tout ça.
C'est un enjeu très important et d'ailleurs c'est ce qui a amené l'Ukraine à aider d'autres pays, notamment au Moyen-Orient, le savoir-faire, le développement de technologies. On parle évidemment de drones, mais pas seulement. Oui, absolument. Et puis donc, on essaie aussi d'utiliser ce moment parce que c'est important pour nous, non seulement de partager ces leçons, mais aussi de trouver comment on peut travailler ensemble, parce que quand même, on a besoin vraiment de nos partenaires européens, et nous sommes de l'opinion que seulement ensemble, on peut vraiment faire face à la Russie. L'intitulé de votre organisation est important parce que c'est pour la victoire ukrainienne. Certains réclament la paix, d'autres font valoir que seule une victoire de l'Ukraine peut apporter des résultats face à la Russie de Poutine. Oui, nous... on a une opinion particulière parce que je sais que pour certains Européens c'est difficile à comprendre, mais à notre avis c'est que la victoire et que la défaite de la Russie, et surtout dans le meilleur scénario c'est en fait la dissolution de la Russie qui peut vraiment amener le paix pour l'Europe et pour le continent. Dissolution, ça veut dire quoi? Que la Russie s'effondre. Oui. C'est ça. Parce que vous voyez, même la Russie aujourd'hui, c'est un pays faible. L'économie est dans un état assez difficile, mais quand même, vu que c'est un pays autoritaire et que Poutine peut quand même promouvoir les décisions qu'ils veulent, ils peuvent continuer à mener cette guerre contre nous, contre l'Ukraine, mais aussi tous les moyens hybrides contre l'Europe. Donc, on peut dire que la menace de la Russie va seulement diminuer et va seulement disparaître quand la Russie, comme empire, va cesser d'être là. Qu'est-ce que c'est comme sentiment d'être là, plus de 4 ans après l'invasion à grande échelle? Je pensais à votre collègue soldat qui est ici. Est-ce que ça devient compliqué de convaincre les partenaires qu'il faut continuer? Est-ce que ici à Prague, il y a une oreille attentive des Tchèques? Alors longtemps, ils ont été parmi les pays qui soutenaient le plus l'Ukraine. Est-ce que ça change? Oui, en Tchéquie, ça change, malheureusement. On le voit et on le sent, mais bien sûr, la population, on est en train de rencontrer pas mal de gens qui sont toujours qui supportent beaucoup l'Ukraine, toujours, mais on sait que la position officielle est changée et on sent ça. Mais bien sûr qu'on est ici au forum, c'est quand même un peu différent, c'est pas vraiment l'atmosphère tchèque, et ici je sens en fait pas mal de support. Je vais même dire qu'il y a si je compare avec l'année dernière et cette année-là, je sens qu'il y a beaucoup plus d'émotions positives, parce que on voit que la Russie dégrade dans beaucoup de sens. On voit des moments positifs, des dynamiques positives de côté ukrainien. Donc je vois, il y a aussi, il faut pas oublier qu'il y a quand même un grand paquet de support, 90 milliards qui finalement a été adopté, et on n'a pas même maintenant de la position de veto de la part de Hongrie. Donc il y a quand même un moment positif, et j'ai entendu parler presque dans chaque session de l'Ukraine, de support. Donc, mais il faut quand même ne pas oublier que les mots, ça ne suffit pas. Donc, il faut quand même que les mots seront suivis par les actions. Suivis par les actes, évidemment. Avec quoi est-ce que vous voulez repartir en Ukraine? Est-ce qu'il y a des objectifs précis de votre côté? Oui, en fait, on essaye
de trouver les moyens de améliorer aussi la coopération entre les entités ukrainiennes et européennes. On voit il y a beaucoup d'intérêt, comme on a discuté, dans les technologies et de défense, mais ça ne suffit pas encore. Donc on espère qu'il y aura une compréhension un peu plus élevée de ce qui se passe, comment les technologies changent, et puis plus d'intérêt de coproduction et tout ça. Comment votre vie personnelle a changé en un peu plus de 4 ans, si je peux me permettre une question personnelle pour terminer? Oui, ma vie est maintenant partagée entre plutôt, même pas seulement 2 pays. Je passe pas mal de temps à Varsovie parce que la guerre m'a amené là-bas. Je suis aussi à Kiev. Je passe mon temps dans les conférences et forums, des rencontres dans des capitales européennes. C'est aussi un peu difficile parce que les trajets, si on parle de l'Ukraine, c'est les trajets de longue durée, 20 heures ou des choses comme ça. En train ou en bus? En train ou en bus. Et donc, c'est un peu difficile, mais c'est toujours, on pense toujours à tous ces gens qui battent sur les frontières, sur le front et les conditions dans lesquelles ils sont. Donc, on est toujours quand même motivé. On est fatigué, c'est vrai aussi, et surtout les gens qui passent tout leur temps en Ukraine. Quand il y a les attaques, il y a les nuits qu'on ne dort pas et tout ça. Donc, on est fatigué, mais on continue parce qu'on n'a pas d'autre choix. Le goulash, la svichkova ou même les chlebičky, autant de plats emblématiques de la cuisine tchèque dont la prononciation peut impressionner les Français. Mais derrière ces spécialités se cache surtout une cuisine dans laquelle la viande occupe une place centrale. Après que pourtant, plusieurs restaurants proposent aujourd'hui des alternatives végétariennes et véganes aux recettes traditionnelles. Inès Cuvillier nous en dit plus. Une étude datant de 2022 indique que 7% de la population serait végétarienne en Tchéquie, une part qui augmente régulièrement. En comparaison, en France, cette proportion dépasse à peine les 3%. En revanche, près d'un quart des Tchèques se définissent comme flexitariens. Végétarisme, véganisme ou encore flexitarisme, ces termes prêtent parfois à confusion. Il existe en réalité plusieurs degrés dans la réduction de la consommation de produits d'origine animale. Si le flexitarisme consiste à réduire fortement cette consommation en privilégiant des produits de qualité et consommés plus occasionnellement, le végétarisme, lui, exclut la consommation de viande, de fruits de mer et de poissons, tandis que le végétalisme va plus loin, encore en supprimant tous les produits d'origine animale, tels que les œufs, le lait ou encore le miel. Enfin, le véganisme dépasse l'alimentation. Il s'agit d'un mode de vie qui condamne toute forme d'exploitation animale. Au-delà de ces distinctions, l'idée centrale reste souvent la même, consommer moins de produits d'origine animale, chacun à son rythme. Mais en voyage, une frustration revient souvent. Comment découvrir la gastronomie locale quand les spécialités traditionnelles sont presque toutes à base de viande? Une question à laquelle certains restaurants à Prague tentent justement de répondre. Dans le quartier de Žižkov, le restaurant Sromadjistie revisite ainsi plusieurs classiques tchèques en version végane. Nick, l'un des propriétaires, nous raconte. À l'origine, l'idée était d'ouvrir un bar et d'y servir principalement des bières et quelques plats véganes. Puisqu'étant moi-même végane, je me voyais évidemment mal proposer de la viande. Mais au fur et à mesure, les clients ont commencé à venir davantage pour la nourriture que pour les bières. C'est alors devenu un restaurant. Sromadjistie est désormais un restaurant traditionnel, comme un pub old school tchèque, mais avec un petit twist, puisque l'on sert des plats traditionnels tchèques, mais en version végane. Le restaurant étant ouvert uniquement les vendredis et samedis soirs, il faut savoir patienter jusqu'au week-end. Mais l'expérience confirme que cela vaut la peine d'attendre. Derrière une porte qui ressemble davantage à l'entrée d'une maison qu'à celle d'un restaurant, on découvre un lieu chaleureux
aux grandes tables en bois, aux comptoirs à l'ancienne et à l'atmosphère presque souterraine. Une réelle immersion dans une ambiance tchèque. Reste néanmoins la grande question, vegan et tradition tchèque, est-ce vraiment compatible ? C'est le défi que Nick et Iveta ont décidé de relever à l'ouverture de leur restaurant. Bien qu'il se soit incontestablement démocratisé ces dernières années, le mode de vie vegan ne fait toujours pas l'unanimité. Les anciens propriétaires avaient déjà un concept assez similaire, sauf que les plats n'étaient pas véganes, c'était un restaurant old school traditionnel. Quand les anciens clients sont venus manger ici, beaucoup d'entre eux étaient sceptiques. Certains nous disaient même que le restaurant ne pourrait jamais fonctionner sans viande et que nos plats ne pouvaient pas être considérés comme de la véritable cuisine traditionnelle. Ils n'étaient pas très contents. Quand quelqu'un arrive avec un avis négatif sur la nourriture végane, puis goûte nos plats et les adore, eh bien c'est très gratifiant entendre ces personnes dire qu'elles sont surprises, mais que la cuisine végane peut donc être délicieuse, ça nous fait vraiment plaisir. Vegan et traditionnel, c'est tout ce que le peuple demande. Nick nous dévoile les best-sellers de son restaurant, la svičkova, un plat en sauce à base de viande de bœuf, et le goulash. Même s'il est aujourd'hui considéré comme un grand classique de la cuisine tchèque, le goulash n'est pas originaire de Tchéquie. Le plat a été largement adopté en Europe centrale et chaque pays en a développé sa propre version. Le goulash tchèque est traditionnellement préparé avec du bœuf, des oignons, du piment et parfois de la bière. C'est un plat en sauce servi avec des knödel, ces quenelles typiques, elles aussi de la cuisine tchèque. À l'origine, il s'agissait d'un ragoût pratique, souvent préparé avec de la viande séchée, facile à conserver et à transporter. Ainsi, si le goulash est traditionnellement à base de viande, ce n'est pas uniquement une question de goût, mais le résultat d'un contexte historique. Aujourd'hui, les versions végétariennes reprennent les fondamentaux du plat, une cuisson lente, une sauce épaisse relevée au piment. Plus qu'un ingrédient, c'est une technique, un héritage culinaire qui définissent la recette. Notre version végane est très proche de la recette tchèque originelle. On entend souvent dire que la Tchéquie est le pays où les légumes ont été oubliés, et c'est en effet une cuisine riche en viande. Mais par exemple, dans le goulash, ce qui donne le goût, c'est la sauce. Ainsi, il suffit de remplacer la viande par une alternative végétale, de manière à garder le goût d'origine. Carte concise, service efficace, Pierre Pression, ce restaurant reprend les codes du pub tchèque traditionnel. Le goulash vegan y occupe une place centrale, servi généreusement dans une ambiance conviviale rappelant les tavernes d'autrefois. Le restaurant montre qu'une cuisine tchèque traditionnelle peut exister sans viande, en conservant ses riches sauces, ses épices et ses longues cuissons. Pour Nick, c'est aussi une façon d'ouvrir cette gastronomie au plus grand nombre. Je ne suis pas tchèque, je suis australien, mais Iveta est tchèque et j'ai adoré quand elle cuisinait les plats traditionnels tchèques à la maison. J'ai été séduit par la puissance des goûts et on a voulu donner la chance aux personnes qui ne mangent pas de viande ou qui sont véganes de goûter à la riche cuisine tchèque. Au fil des années, le restaurant a vu défiler une clientèle de plus en plus variée. Des véganes convaincus, bien sûr, mais aussi des touristes curieux, des habitants du quartier ou encore des clients initialement sceptiques. Notre ancienne employée est venue manger ici avec ses amies. Aucune d'entre elles n'était végane, mais toutes étaient intriguées par le concept de notre restaurant. Elles nous ont confié que si quelqu'un leur cuisinait des repas comme ceux qu'elles ont mangés ici, elles envisageraient de devenir véganes. Preuve qu'à Prague, la cuisine traditionnelle tchèque peut aussi se réinventer sans perdre son identité. Voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce lundi le programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention et de votre fidélité à nos émissions et à très bientôt de nouveau avec l'actualité tchèque en français et Radio Prague International dans vos oreilles. Ahoj!